Ce document nous a été transmis par et pourrait gravement remettre en cause les relations que nous entretenons avec. Nous pensons que ce film a été tourné l'année. Nous sommes en début de journée dans un endroit du monde que nous ne pouvons pas situer. Tout ce qui aurait pu nous renseigner sur ces hommes a été enlevé ou maquillé, et pas un mot ne sera prononcé sur ces images. L'examen du support nous permet de confirmer que ce film n'a fait l'objet d'aucun trucage. Nous ne croyons pas que ces images aient pu être volées. Le caméraman fait partie de ce commando et se déplace comme vous pouvez le voir, en toute liberté. Nous pensons que cette mise en scène était certainement destinée à une opération de désinformation. Le dispositif mis en place est relativement simple. Ces hommes surveillent la mer. 2 d'entre eux sont des plongeurs. L'homme que vous voyez marcher devant vous joue sans aucun doute le rôle du responsable. Remarquez comment on va finir par voir son visage. C'est voulu. Cet homme nous est totalement inconnu. Maintenant, faites très attention à ce qui va se passer. Cette tache que vous voyez au milieu de l'image, c'est un homme qui nage. D'où vient-il? Est-ce lui que le groupe guettait? On serait tenté par une réponse affirmative. Si nous la réservons, c'est que les images qui vont suivre ne sont plus volées. Nous avançons l'hypothèse que le caméraman était au courant de la réalité de la mission, tant il insiste sur ce plongeur. Il doit savoir qu'il voit cet homme pour la dernière fois. Regardez-le bien, car dans quelques secondes, il va disparaître sous nos yeux. Cet homme en plein milieu de la mer est une arme redoutable. Ce qui va suivre n'a pas été mis en scène. Que s'est-il passé? Le plongeur est affolé, il n'est pas équipé. Il veut remonter sur le canot, le nageur l'en empêche. L'autre plongeur semble les suivre un instant du regard. Ils ont dû passer sous le canot. Le plongeur essaie de nouveau de monter à bord. Pourquoi personne ne l'aide? Le nageur intervient. Notez toutefois qu'il ne le fait pas avec une brutalité excessive, alors qu'il le pourrait. L'autre plongeur les suit du regard. Ils ont dû rapidement disparaître, car il semblerait qu'il les ait perdus. Il plonge. Il n'a rien vu. Attention, le caméraman les a repérés. 600 mètres au moins les séparent du canot. Comment peut-il se déplacer aussi vite? Regardez, il tient toujours le plongeur avec lui. Il l'entraîne. Cet homme est doué d'une force prodigieuse. Attention, il vient de réapparaître à une distance d'au moins 400 mètres du canot. Il nage avec une aisance déconcertante. Ce jour-là, cet homme avait décidé de nous montrer qu'une infime partie de ses possibilités. Il plonge de nouveau. On ne les reverra plus. Tout cela s'est déroulé en temps réel, 34 secondes exactement. L'autre plongeur est totalement déconcerté par ce qu'il vient de voir. Il s'obstine à regarder au fond de l'eau. Il sait pourtant qu'il n'y verra rien. Le caméraman nous montre qu'il manque une personne sur ces canaux. C'est la preuve. 7 jours plus tard, le plongeur a été récupéré sur une plage. Cet homme est enfermé dans un asile psychiatrique. Il est le seul à savoir. Ce home vidéo est un témoignage. Il a été monté par monsieur, père de Peter et auteur de ces images. Comme vous allez l'entendre, il ne dit pas tout, loin s'en faut. Et bien des choses restent mystérieuses. Là où c'était possible, nous avons essayé d'éclairer ces zones d'ombre.
30 octobre 1979. Mon fils et sa mère sortent de l'hôpital. Peter est né le 14 octobre. Les examens n'en finissaient pas. Je n'ai pas pu retrouver l'infirmière principale. Je suis sûr qu'elle nous a menti. 16 jours après sa naissance, Peter est enfin entré dans la maison. Notre vie a changé. On ne sortait plus, on ne recevait plus. Sur ces images, Peter a 1 mois. Depuis notre retour de l'hôpital, nous n'avons rien noté d'anormal. Avec sa maman, nous étions heureux et nous reprenions confiance. À 3 mois, Peter était un enfant très tranquille qui souriait quand il dormait. Nous étions sûrs alors que tout danger était écarté. Ici, pour des raisons que nous ignorons, cesse pour quelques minutes le commentaire du père. On le retrouvera un peu plus tard. Les images qui suivent expliquent peut-être ce silence. Il semblerait que tout ait commencé vers le 6e mois. Regardez bien. Sa mère joue avec Peter. Dès que l'attention de sa mère est détournée, l'enfant regarde le jouet, et le jouet se redresse. C'est le père qui a lui-même ralenti ces images, une façon de commenter en silence ce qu'il redoutait depuis le premier jour. Nous sommes le 14 octobre 1980. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. Les parents découvrent les voiles du baldaquin dans le désordre que vous voyez. Ces nœuds sont la preuve qu'il ne s'agit pas d'un simple courant d'air ou que les voiles se sont décrochées pendant le sommeil de l'enfant, mais que c'est bien ce dernier qui agit dessus, par sa volonté. Et s'il fallait une autre preuve, l'enfant la porte le lendemain 15 octobre. Cette fois-ci, les voiles sont dans une position invraisemblable, et même inquiétante. Les parents ne cachent pas leur émotion. Pourquoi ont-ils laissé faire ? Il est peu probable qu'il n'ait pas veillé l'enfant, alerté par ce qui s'était passé la veille. Ces images-là, nous ne les verrons pas, car elles ont sans aucun doute confirmé aux parents que Peter ne serait jamais un enfant comme les autres. Sur ces images, notre petit garçon a 18 mois. Ça fait 6 mois qu'il voit des docteurs. On nous dit que tout cela passera avec le temps et qu'il faut continuer comme si de rien n'était. Au début, Peter n'usait de son pouvoir que sur des choses insignifiantes. Mais malgré tous les efforts que l'on pouvait faire, on avait bien du mal à banaliser l'extraordinaire. Et puis le temps passant, il est arrivé exactement le contraire de ce que l'on nous avait prédit. Nous l'avons compris le jour de Noël où soudain Peter, qui avait 3 ans et demi, commença à véritablement maîtriser son pouvoir. Par 2 fois, il a réussi à décrocher les boules du sapin. Il était si fier de ce résultat qu'il en a gardé 3 au-dessus de sa tête avec une facilité qui était vraiment toute nouvelle. C'était la première fois qu'il réussissait à déplacer plusieurs objets en même temps. Peter était très heureux. Nous étions totalement désarmés. Ce sont mes parents qui m'ont conseillé de faire des expériences en laboratoire. Toute ma vie, je me rappellerai de ce jour. Peter était dans une chambre neutre et un homme lui demandait de faire bouger une balle en mousse qui était devant lui. Il n'y arrivait pas. Il semblait complètement perdu. On ne pouvait pas lui parler. À quoi pensait-il alors? A-t-il cru que nous le laisserions là? A-t-il eu peur de quelque chose? Nous ne lui parlions jamais durement. S'est-il senti menacé par ce docteur qui lui donnait sans arrêt des ordres? L'homme a-t-il eu un geste ou une expression que Peter aurait mal interprété? Ces questions et bien d'autres encore, nous nous les sommes posées sans arrêt pour essayer de trouver une explication à ce qui était arrivé. Peter a essayé de lui expliquer qu'il ne pouvait rien faire avec la balle. Le docteur lui a alors demandé de se concentrer sur lui et de le fixer dans les yeux. Peter a accepté. Quelques secondes plus tard, le docteur est sorti de la salle en titubant et nous a dit « Je vous plains, c'est un monstre ». À dater de ce jour, nous avons totalement isolé Peter, craignant qu'il ne devienne un phénomène de foire. Pressentant de quoi il était capable, on ne voyait plus personne. On vivait son pouvoir comme un handicap qu'il fallait absolument cacher. Nous étions très démunis, nous ne savions pas quoi faire. Mais ces petits moments de famille me rappellent combien nous étions heureux tous les 3. Nous menions une espèce de vie secrète, complètement repliée sur nous-mêmes. Et je crois que nous n'avons pas su mesurer combien Peter s'y habituait. Cela ne le gênait nullement de passer ses journées dans le jardin, avec pour seul compagnon ses parents et son chien, auquel il s'était attaché au-delà de toute limite. Ici s'arrête de nouveau le commentaire du père. Le reste est écrit à la hâte. Mais déjà quelques mots ont été prononcés qui nous font pressentir le drame final. Regardez bien cette photo qui rassemble tout le monde. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'elle a été faite la veille du terrible drame. Qui pourrait croire devant ces visages souriants que dans quelques heures, cette famille va être doublement frappée? Notre enquête a permis d'établir que le lendemain, tout le monde devait se rendre à...
où se trouve l'école, réservée aux enfants comme Peter. Les premiers mots griffonnés par le père sont « Je lui ai dit que nous ne pourrions pas prendre le chien ». La réaction de Peter ne se fait pas attendre. Elle est aussi intense et définitive que l'était l'amour qu'il portait à cet animal. Il n'a pas supporté l'idée d'en être séparé, continue le père. Et nous n'avons rien pu faire pour le calmer. Ce dont Peter est capable est terrifiant. Ce qui s'est passé un peu plus tard, quand sa mère a essayé de le raisonner, je n'ai pas pu le filmer. Ce qui est arrivé est un accident. Je laisse cette cassette derrière moi, afin de témoignage. Que personne n'essaie de nous retrouver. Ce n'est pas de sa faute. J'aime mon fils. La suite de l'histoire tient en quelques mots. Après les faits que vous venez de voir, monsieur s'enfuit avec son fils dans une région de montagne et s'y cache pendant 7 ans. Durant l'hiver 1990, monsieur tombe gravement malade. Peter, qui a alors tout juste 11 ans, sauve la vie de son père en le ramenant dans la vallée malgré les cols enneigés. Aujourd'hui, Peter, qui n'a rien perdu de ses pouvoirs, est suivi dans un institut spécialisé. « 2 décembre 1953, comme convenu, Miguel m'a rejoint à la sortie de la ville. Il a enfin accepté de m'accompagner chez ceux que l'on ne nomme pas. Il ne veut pas que je le filme. Il a longuement parlé à ma vieille voiture en lui disant que nous allions faire un long voyage, mais qu'elle n'irait pas jusqu'au bout avec nous et qu'il fallait qu'elle nous pardonne. 4 décembre, voilà 2 jours que nous sommes partis. Miguel m'a demandé de conduire la voiture. Miguel a accepté la caméra depuis que je l'ai assuré que ce film ne sera vu qu'une fois que l'un de nous deux sera mort. Miguel me dit qu'il ne sera jamais tout à fait mort. Miguel m'a dit que son père vivait au bord de l'autre monde. Il n'a pas voulu m'en dire plus. 5 décembre, nous arrivons chez le père de Miguel. Il me dit que son père est né un peu après le début du monde et qu'il est fatigué. Il n'est jamais surpris par ses visites, car il les rêve toujours 3 ou 4 jours à l'avance. Le soir, promenade dans le désert. Le vieux dit, il y a longtemps ici, il y avait un village, et puis il y a eu la Grande Guerre. Elle a effacé les routes et les hommes se sont perdus, et le désert a avalé les maisons vides. Le désert est toujours le plus fort. Le père de Miguel m'a dit que j'étais trop fragile pour les esprits du désert et qu'il valait mieux que je dorme dans ma voiture. C'est ce que j'ai fait. 6 décembre. Voilà plus d'1 heure que le père de Miguel interroge le désert. Vers 10 heures du matin, le père est venu parler à son fils. Il s'exprime dans un dialecte que seul Miguel peut traduire. Si le 2e jour on croise un lézard qui sur le chemin va de la gauche vers la droite, il nous faudra suivre sa direction. Si le 3e jour un oiseau tourne 2 fois au-dessus de nous, il faudra aussitôt s'asseoir et se défendre. C'est qu'ils ne seront pas prêts. Si la 4e nuit, un vent glacial vous réveille, c'est qu'ils veulent vous éprouver et qu'ils ont demandé à la mort de vous éventer avec son voile. Le 5e jour, ils vous montreront peut-être quelque chose, peut-être rien du tout. Ils ont une grande puissance, mais ils se cachent, car ce qu'ils font n'est plus de notre monde. Ils capturent les paroles. Parce qu'aucune parole n'est juste, ils les enfoncent dans la terre. Notre mère terre est blessée par les paroles qui portent la folie. Et la nuit, elle se venge des hommes et les effraie en libérant les paroles. Et quand la terre parle toute seule, moi j'ai très peur
et je me cache au fond de ma cabane. « 7 décembre. Aujourd'hui, nous entrons dans le pays où il pleut des pierres. Il ne faudra pas parler de toute la journée. 8 décembre. Nous venons de croiser le lézard. Maintenant, il nous faudra suivre cette direction. Halte en fin d'après-midi. J'ai du mal à croire qu'il faille suivre un lézard. Miguel me dit que ce n'était pas qu'un lézard. 9 décembre. En milieu de matinée, un oiseau au-dessus de nous. Miguel a peur que je le filme, car il pense que c'est dangereux. Nous sommes restés dans la pose que nous avait montrée le père de Miguel pendant plus de 3 heures. Plus tard, parti vers l'ouest. 10 décembre. De l'autre côté commence le pays de ceux que l'on ne nomme pas. Miguel me dit qu'ils peuvent se déplacer très vite sur cette immensité, car parfois ils sont vraiment là, d'autres fois ce ne sont que des rêves. Il ne veut pas m'en dire plus. Miguel pense que nous n'aurons pas longtemps à attendre. Soudain je me rends compte que tout s'est passé comme son père nous l'avait dit. Je suis plus impressionné que je ne le laisse paraître. 11 décembre. Tôt ce matin, une silhouette est apparue sur le rocher. Devant moi, elle a foncé vers la paroi pour réapparaître au même instant, 500 mètres plus loin. Miguel m'a murmuré qu'elle se déplaçait avec le rêve. Je ne croyais pas à ce que je filmais. Ce soir, Miguel m'a demandé d'apparaître avec lui sur le film. J'ai un pressentiment, mais je refuse de l'admettre. « 12 décembre. Tôt ce matin, 2 silhouettes sont apparues. Au moment où j'ai vu Miguel sur le rocher, il m'a murmuré « Le temps n'est qu'une illusion ». Je me suis tourné vers lui, mais il n'était plus là. J'ai filmé par réflexe. Quand je suis revenu sur le rocher, il était déjà vide. Je les ai alors cherchés là où la veille j'avais vu la silhouette. Je les ai retrouvés sur le rocher. Ils m'ont donné l'impression de disparaître dans la pierre, et puis je les ai revus à environ 5 kilomètres de moi. Au bord du précipice, ils regardaient leur future destination. J'ai cru qu'ils allaient me faire un signe, mais ils ont de nouveau disparu. J'ai su que je ne les reverrai jamais. Plus tard, je suis allé sur le rocher où je les avais vus, et j'y ai déposé le sac de Miguel. S'il restait des traces, elles devaient être sur le sable du plateau, mais le temps d'y arriver, et le vent les aurait effacées. Il n'y avait plus que mon film. 17 décembre. Je suis arrivé chez le père de Miguel. Il n'était plus là et le désert reprenait la cabane. J'ai fait celui qui n'était pas surpris. J'avais compris que tous les êtres n'ont pas la même portion de temps à utiliser et que ceux qui peuvent le dilater deviennent des fantômes. Plus tard, je me suis filmé en train de nettoyer la voiture et puis j'ai eu envie de me filmer jusqu'à la dernière image pour me rassurer, pour me persuader que je n'étais pas un de ces fantômes dont me parlait souvent Miguel. Un de ces êtres qui reviennent de l'inconnu pour nous délivrer des messages que parfois nous ne comprenons pas.
Ce document est tel qu'il a été filmé par le seul rescapé du naufrage du Vega, cargo soviétique qui a sombré dans l'océan Indien le 7 août 1950. À ce jour, les circonstances de ce drame n'ont toujours pas été éclairées, aucun message de détresse n'ayant été capté. À la suite de cette catastrophe, ce passager dont nous tairons l'identité a filmé son journal de bord. Le moteur de son canot a brûlé et semble totalement hors d'usage puisque le naufragé utilise les rames. Premier jour, il nous montre les vivres dont il dispose. Ici des biscuits et sa double provision d'eau. Un pistolet lance-fusée, il ne semble pas posséder d'instrument pour se diriger, ni pour faire le point. Le moral est bon. Troisième jour, le moral est toujours bon. L'homme plaisante sur son envie de fumer. Un grain se prépare. Neuvième jour. Les conditions atmosphériques ne s'améliorent pas. La fatigue commence à se faire sentir, car l'homme semble éprouvé. Quinzième jour, il s'est débarrassé d'une réserve d'eau. Elle devait être vide ou l'eau impropre à la consommation. Il nous montre ses vivres qui ont baissé et que maintenant il a séparé en rations quotidiennes. Son visage est brûlé par le soleil et le moral est atteint. Nous sommes au crépuscule, la prise de vue semble accidentelle, nous n'avons pas de calendrier. 21e jour. Quelque chose a dû se passer car notre homme est euphorique. Il dit « Si je peux, je le filmerai ». Il nous montre de nouveau ses vivres et nous apercevons que pendant ces 6 jours, il n'y a pas touché. De quoi ou de qui parle-t-il? Comment peut-il tenir avec une telle forme? 27e jour. L'homme est en meilleure forme qu'au 21e jour. Observez-le bien, son comportement s'est modifié. Par ses gestes, doit-on comprendre qu'il surveille le large ou qu'il est sur ses gardes? Que veut-il dire exactement? Regardez ces vivres auxquels il n'a toujours pas touché. Comment s'alimente-t-il? 33e jour. Faites très attention à ce qui va se passer. La première chose qu'il nous montre, ce sont ses vivres. Cette fois-ci, elles ont baissé, mais cela ne nous explique toujours pas comment il a pu tenir 18 jours sans y toucher. Regardez bien son visage. Nous pensons que l'homme a déjà fait son choix. Le point que vous voyez à l'horizon est un navire. Il prend son pistolet d'alarme qu'il avait déjà préparé. Il l'arme. Il va tirer. Et il ne tire pas. Il le repose. C'est un choix qui peut le mener à la mort. Nul doute qu'à cette distance, il aurait été repéré. Pourquoi ne veut-il pas être sauvé? Nous sommes entre le 34 et le 38e jour. Ce que vous voyez est une caisse qui faisait partie des débris du naufrage. C'est la preuve qu'il dérive. Ce qu'il vient de découvrir lui atteint profondément le moral. « 39e jour. Il est très fatigué, sa santé menacée. Il répète « Je ne le vois plus. De qui ou de quoi parle-t-il? Théoriquement, cet homme devrait déjà être mort. » 40e jour. Nous sommes au crépuscule. C'est certainement sa dernière ration. 41e jour, de nouveau au crépuscule. Il y a 2 jours, cet homme était à l'article de la mort. Où trouve-t-il la vitalité nécessaire pour assurer tous ses gestes?
Il vient de jeter sa dernière réserve d'eau. Maintenant, il n'a plus rien à boire ni à manger. Nous avons compris que ces fusées ne sont pas destinées à d'éventuels navires. De quoi est-il si sûr? 42e jour. Toujours au crépuscule, on ne sait pas pourquoi il filme. On suppose qu'il est sur ses gardes et qu'il a peur de manquer quelque chose. Faites très attention à ce que vous allez voir, tout va aller très vite. Regardez, ce n'est pas un phénomène naturel. C'était ce qu'il attendait. Il est difficile de se prononcer sur la nature de la lumière que l'on vient de voir. Pour lui, le voyage est fini. Il laisse un message. Il semble étrangement heureux. Nous ne pensons pas qu'il s'agit d'un suicide. Il est déterminé. Cet homme a un rendez-vous. Le canot s'est échoué sur une côte de Madagascar. Les embruns avaient déjà à moitié effacé l'inscription que l'homme avait portée sur la bâche. En repassant les lettres, on pouvait lire « Ceux qui l'ont vu ne peuvent plus jamais revenir, c'est le... » Le reste était effacé à tout jamais. Ce film n'a fait l'objet d'aucun montage. Son commentaire a été enregistré par son auteur, qui l'a déposé sous la foi du serment. Mon nom est Kevin Riley, j'ai 31 ans. Le 11 juillet 1970, mes amis et moi avions décidé de passer la nuit à la Belle Étoile, dans la région de Rock Sakazone. Voici Cindy, ma fiancée. Nous sommes mariés maintenant. Et Stephen Payne, mon meilleur ami. Il avait 29 ans au moment des faits. Nous avions fait nos études d'architecture ensemble. Karen, la femme de Stéphane. Nous étions tous les quatre des amis d'enfance. Nous avons quitté Greenfields vers 10 heures du matin. Dans la voiture, Stéphane me disait qu'il était content de faire ce voyage dans l'Est. Vers 13 heures, nous avons fait halte à Pinewood Park, comme nous le faisions d'habitude à chaque fois que nous prenions cette route. Nous avions préparé une blague à Cindy. Là, c'est ma femme qui me filme. Karen et Stéphane étaient très amoureux l'un de l'autre. Nous aimions les taquiner. Nous avons quitté la route 340 un peu avant 16h30 pour prendre la direction de Rock Sakazone. C'était la troisième fois que nous allions dans cet endroit. Nous avons passé les dunes, puis suivi les défilés de Roksaka. Je dois dire que pendant toute cette marche, Stéphane n'a montré aucun signe qui aurait pu nous alerter ou laisser présager de la suite. Vers 18 heures, Cindy et Karen préparaient le dîner. Stéphane est revenu nous demandant si on avait entendu la musique comme des bulles de cristal.
Il nous a montré une direction. Les Indiens surnomment cet endroit la rivière de pierre qui coule sur la forêt couchée. Nous écoutions avec toute notre attention, mais nous n'entendions rien d'autre que le désert. Stéphane semblait déçu et irrité. À partir de ce moment-là, j'ai senti au fond de moi comme une intuition que quelque chose allait se passer. Quand je revois ces images, j'ai le sentiment de vous montrer un rêve. Le choc a eu lieu après le repas. Regardez bien ce cher Stéphane, car c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Remarquez comme il regarde obstinément dans la même direction. Stéphane s'est levé. On ne comprend pas ce qui se passe. Il ne répond pas à nos appels. Il court. Il saute. Et puis sur la dune, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Stéphane avait complètement disparu. Ses traces de pas le prouvaient. Karen s'est mise à hurler qu'elle voulait disparaître elle aussi, partir avec lui. Cindy essayait de la calmer. Moi, je préférais filmer tant j'étais bouleversé. Aussi parce que je savais qu'en cet instant, ce ne serait peut-être que grâce à ce film que l'on pourrait comprendre un jour comment Stéphane avait disparu, ce qu'il avait entendu, qui l'avait appelé, pourquoi il avait sauté dans l'inconnu, ce 11 juillet 1970, à Roxaca Zone. En 1961, sur le plateau de Tacoamo, eut lieu le premier échange entre terriens et, désignés sous le terme d'invités. Pour honorer cette extraordinaire opportunité, nos deux pays surmontèrent leurs mauvaises relations. Le lieu de résidence des invités était ce camp militaire dont ils ne sortirent pas pendant 8 années. Par ses bâtiments de surface, Tacoamo ressemblait à un camp d'entraînement, mais son imposante structure souterraine abritait d'importantes unités de recherche. Rien n'a jamais filtré quant à la teneur des expériences qui furent pratiquées, le nombre de personnes concernées et les recherches poursuivies, même si on peut aisément deviner le but. Comme nous le montre ce document tourné après l'évacuation de Tacoamo, les endroits sensibles de la base ont été scellés, d'autres détruits, et toutes ces précautions sont autant d'indications sur l'importance de ce lieu, les secrets qu'il contient sûrement encore, et le silence pesant qui entoure cette gigantesque épave d'une très secrète recherche scientifique. En 1967 eut lieu le retour. Les 3 terriens ne devaient jamais revenir de là où ils avaient été envoyés. Des invités, 2 seulement étaient présents. L'un d'eux s'étant, suivant la version officielle, échappé. Le mystère Tacoamo commençait. Dix mois plus tard, un des invités répondant au nom de code Alson 2 était retrouvé dans un des quartiers de... On peut entendre sur une des bandes récemment libérées par la Commission internationale des... cet enregistrement de l'agent, se rapportant à ces seules images que nous possédons de cette surveillance. Alson 2 était un sujet extrêmement précis et régulier dans ses horaires. Il n'apparaissait à la fenêtre qu'à la tombée du jour. Il était toujours vêtu comme s'il allait sortir et donnait l'impression de guetter un signal ou d'attendre quelqu'un. Pendant les mois qu'a duré cette surveillance, Alson 2 était totalement solitaire. Il ne répondait pas au téléphone malgré nos sollicitations fréquentes et ne sortait que 2 fois par semaine. Il achetait toujours les mêmes choses. Je ne sais d'où il tenait son argent. Les images concernant les sorties d'Alson ont été détruites sur la demande de... Un jour, Alson 2 nous a découvert
Je pense même qu'il connaissait notre existence depuis longtemps, car du jour où il était entré dans cette maison, il n'avait jamais allumé la lumière. Un jour, Alson II arrive effectivement à tromper cette surveillance rapprochée et disparaît de nouveau. S'est-il réellement échappé ou est-ce un transfert maquillé en évasion? On ne le saura jamais. Hello. Bonjour, je m'appelle Henry Matthews, je suis l'animateur de l'émission At Once, diffusée en direct sur WRCN. Aujourd'hui, pour apporter mon témoignage dans cette série des documents interdits, j'aimerais vous montrer des images que peu de personnes ont vues. Mais avant tout, laissez-moi vous dire quelques mots à propos de l'émission. 3 fois par semaine, nous offrons le standard de la chaîne de 20h à 24h. Sur le simple appel d'un particulier désirant apporter son témoignage ou bien voulant attirer l'attention sur un événement ou une situation que nous pensons devoir être partagé par les téléspectateurs, nous envoyons une équipe sur les lieux et ainsi nous assistons en direct au développement de la situation. En 3 ans d'émission, nous n'avons jamais eu de vrais problèmes. Nous avons souvent eu des moments forts, intenses, mais jamais d'incident qui ait mis en danger la vie de nos équipes. Même si parfois elles sont confrontées à des comportements souvent imprévisibles de toutes sortes de gens vivant dans toutes sortes de lieux. Je voudrais dire aussi que At Once est le type d'émission qui nécessite une énorme infrastructure technique, parce que nous avons la volonté d'aller partout. Nous sommes à l'affût de tout, et nous montrons tout. Le 15 mai 1989, à 20h45, nous avons reçu un appel de Madame Anna-Marie Ferguson, 1036 Sun Avenue. At Once, bonsoir, je vous écoute. Venez, il faut que vous veniez. Ils font du bruit maintenant. Votre nom et adresse? Anna Ferguson, 1036 Sun Avenue East. Quel est ce bruit? Je ne sais pas. Ça bouge dans le noir depuis 2 semaines au moins. Qu'est-ce que c'est? Un animal? Un squatter? Une conduite d'eau? Non, non. Je ne sais pas, mais ça bouge. Avez-vous appelé la police? Ils n'ont rien trouvé. Ils doivent se cacher. Mais ils sont certainement là. Est-ce que vous vous sentez en danger? Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. Ok, Madame Ferguson, c'est dans votre maison, ça fait du bruit, vous ne savez pas ce que c'est, la police n'a rien trouvé. Écoutez, ils bougent. Ils ouvrent la porte. Voilà 1036. C'est plutôt désert si vous voulez mon avis. Nous allons vérifier l'adresse. Henry, pouvez-vous me confirmer l'adresse, s'il vous plaît? C'est bien ici. Je ne vois pas d'interphone. Ce que je vous propose, c'est de suivre ce chemin jusqu'à la maison et je suis sûr que nous y trouverons Madame Ferguson. Elle a dû voir notre arrivée en direct sur son téléviseur et doit être en train de nous attendre devant sa porte d'entrée. Je vous rappelle que nous entrons au 1036 Sun Avenue. Nous avons reçu un appel de Madame Ferguson, qui semble-t-il entend des bruits mystérieux à l'intérieur de sa maison. Nous allons vérifier tout cela et voir ce que c'est. Mrs. Ferguson? Mrs. Ferguson? It's the At Once crew. Nous sommes l'équipe d'At Once. No answer. Pas de réponse. Je ne vois pas de lumière. En fait, l'endroit semble vide pour l'instant. Pendant que nous attendons Madame Ferguson, pourquoi ne peut vous montrer ce que l'on voit d'ici? Ces arbres là-bas, une jolie façade de ce qui semble être un manoir construit il y a au moins une bonne centaine d'années. Il est très bien conservé. Il se passe quelque chose du côté de la porte. C'est l'équipe d'At Once. Venez, nous serions ravis de vous rencontrer.
Peut-être est-elle un peu timide. Peut-être tient-elle à garder l'anonymat. C'est un choix que nous, l'équipe d'Advance, respectons tout à fait, car Advance est votre émission. Et si vous préférez que ça se passe comme ça, c'est d'accord. Nous ne sommes là que pour vous aider à faire votre émission. Venez, on va voir ce qui se passe ici. Si vous m'entendez, c'est l'émission Advance. Cela vous ennuierait-il de nous laisser entrer? C'est plutôt étrange. Hello. Let's take a look over here. Allons voir par là. No one down there, no one there. Whoa. As you can see, Comme this is vous a pouvez very le voir, c'est une maison très grande et très spacieuse. And someone Et could hide quelqu'un here for a pourrait very s'y long cacher time. longtemps avant qu'on ne le trouve. Take a look at that. Regardez ça. Beautiful De frescoes. très belles fresques au plafond. I would say that Je that's, dirais que c'est une an indication of tastes sur les goûts of our hosts, de notre hôte, of the people who live des here, gens qui vivent ici, from whom we'd be very dont pleased nous to serions receive ravis that qu'ils nous at any proposent time. une visite guidée dès qu'ils le souhaitent. Let's take a look upstairs. Allons voir l'étage. Mrs. Ferguson, it's the At Once Nous sommes crew. l'équipe de At Once. We, took the liberty Nous avons pris la liberté of allowing ourselves d'entrer in dans votre because, maison puisque you opened the door for vous nous aviez ouvert la porte. Mrs. Ferguson. Well, here we are in Nous small sommes lounge, dans un petit salon which is right qui next donne door dans to a much larger un autre lounge. salon bien plus grand. As I get to take Et a comme nous look le around, découvrons, I see that l'endroit it's absolutely filled regorge d'œuvres d'art, shapes de silhouettes, de and sizes. formes que je ne peux pas vous décrire. Obviously, Nous this sommes is a certainement dans la collection. maison d'un grand collectionneur. still haven't seen Mais nous Mrs. n'avons toujours pas Ferguson, vu nor Madame she given Ferguson any et elle ne indication nous a where toujours she pas is. indiqué où elle est. Henry, can you hear me? Henry, 'Cause I m'entendez-vous? certainly Moi, je cannot vous entends hear pas. you. I've got to tell you Il faut que je vous something. dise You might be quelque able to chose. see. Comme vous le voyez, Has gone notre lumière quite est a en bit train de dim. baisser. We lost contact. Nous avons perdu le contact. We were cut off. Nous avons Just été what coupés. happened? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Very C'est strange. vraiment très étrange. I don't know, did you Je ne sais receive pas. it? Est-ce que vous me recevez? It's the At Once Nous sommes crew, l'équipe live d'At at Once en WACN direct sur TV. WACN. Mrs. Ferguson. Mrs. Ferguson. Mrs. Ferguson, would you come out? Voulez-vous vous montrer maintenant, s'il vous plaît? This is where we cut off. C'est là que nous Because avons suddenly, coupé, car this cette horror film situation de situation film d'horreur turned to venait drama. subitement de tourner au drame. Sometime before, Quelque temps Another auparavant, car and crew une had voiture left to go et to une 1036 équipe étaient Sun partis Avenue. vers Sun the Avenue. pictures we received Et les images were these. que nous recevions étaient celles-ci. The car was the Leur voiture undeniable était proof la that it preuve was the same incontestable place. qu'il s'agissait 1036 bien du Sun même Avenue. endroit, 1036 Sun Now, Avenue. watch carefully the Maintenant, pictures that follow. regardez bien les images qui vont When I suivre. put the first Quand clip je back on air, repassais le direct à la this is première what I écoute, received. voilà ce que je recevais. Henry Matthews, je pense que vous me recevez toujours, mais je ne peux toujours pas vous entendre. Nous allons donc continuer notre visite. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, car je n'ai jamais fait le direct dans le noir, mais tant qu'il nous reste un peu de lumière, nous allons essayer de voir ce qui se passe ici. Come in here. Take a look at this. Approche et regarde ça. This is very strange. C'est très étrange. It's all over the floor. I Ça don't know what it recouvre is. tout le plancher, je ne sais pas ce que c'est. It's incredible. C'est incroyable. It's like snow. C'est comme de la In the neige. beginning, we couldn't Au believe début, it. nous We kept n'arrivions pas à y switching croire. from inside Et on to passait the sans cesse outside. de l'intérieur à But then, l'extérieur, we puis had to admit that il nous a bien fallu we were admettre facing some que kind nous of étions en train supernatural d'assister à une manifestation a surnaturelle different reality. d'une autre I had réalité. only to push Et that je n'avais on-air qu'à button appuyer sur le bouton du to let direct 12 million pour que viewers see 12 this millions de spectateurs découvrent ce spectacle.
Mais je n'ai pas pu presser le bouton. Ce couloir est trop long pour faire partie de la maison dans laquelle nous sommes rentrés. Je dois vous dire que je ne me sens pas très à l'aise dans toute cette situation. Il y a quelque chose de malsain, presque d'irréel dans cet endroit. Je ne sais pas ce que c'est. Une chose que je peux vous dire, ce n'est pas truqué. Et pour vous le prouver, nous allons continuer jusqu'à trouver ce qui se passe vraiment ici. Mrs. Ferguson. J'ignore quelle est la qualité de l'image que vous recevez, mais pouvez-vous voir ce qu'il y a là-bas? Ça ressemble vaguement à une forme humaine sur ce qui semble être un canapé. Reprochons-nous et voyons ça. Peut-être que les personnes sensibles feraient mieux de s'éloigner de l'écran. Mrs. Ferguson? Non, ce n'est rien. J'ai entendu un bruit. Là, allons vérifier. On dirait que c'est derrière ce mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette maison est en état de décomposition. Pouvez-vous voir ça? Je me demande si l'on a toujours plafond au-dessus de nos têtes. Je voudrais que vous restiez face à cette image comme nous le sommes restés. Impuissants, dévorés d'angoisse, ne sachant pas quoi faire. Nous avons fait des recherches, la police aussi. On a passé l'endroit au crible, en vain. Tout ce qui nous restait, c'était cette conversation téléphonique enregistrée au standard à 8h45. Mais là aussi, une surprise de taille nous attendait. Nous l'avons fait analyser jusqu'à extirper les paroles enfouies sous les grésillements. Vous vous souvenez que la liaison semblait difficile, la voix lointaine. Elle l'était, en effet. Cette conversation datait des années 30, période à laquelle Mme Anna-Marie Ferguson vivait dans cette maison. À l'époque, le district connaissait un développement si rapide que le reste de l'urbanisation ne suivait pas, et notamment les égouts, ce qui fit que le quartier connut des problèmes avec les rats pendant 2 ans. En fait, Mme Ferguson appelait le dératiseur. Vous imaginez la formidable interférence sur la ligne. On ne les a plus jamais revus. Ce film a été tourné par un soldat américain qui faisait partie des troupes aéroportées qui ont participé au débarquement en Sicile en juillet 1943. Les images que vous voyez n'ont fait l'objet d'aucun montage et sont telles que nous les avons trouvées le 19 août 1943 sur la plage. Ce soldat était un botaniste méticuleux, car nous avons retrouvé dans son carnet des annotations très précises, ainsi que des croquis très détaillés des plantes qu'il a filmées, mais aucune autre information qui aurait pu nous aider. Nous avons aussi questionné cette bergère qui se souvenait bien d'avoir croisé ce soldat avec sa caméra. Mais comme ces images le prouvent, elle ne voulait pas être filmée. Elle ne lui a donc pas parlé et n'était pas sûre de la date.
L'enfant nous a déclaré que l'homme lui avait donné du chewing-gum, qu'il avait caressé son petit chien et filmé ses moutons. Il a ajouté qu'il était très gentil et qu'il regardait autour de lui en disant « Bello, bello ». Nous n'avons pu interroger ce vieillard car il est mort un mois avant que nous ne commencions cette enquête. Notre homme a terminé la journée du 18 août 1943 en haut du belvédère de San Antonio, puis a pris la direction de la plage. 19 août 1943. Notre homme semble seul sur la plage. Il essaie un panoramique avec sa caméra. Il s'y reprend à 2 fois. Faites bien attention. Quand la caméra arrive sur la mer, on voit un point qui sort de l'eau, puis un deuxième. Il les a repérés puisqu'il recadre. Il vient de changer d'objectif. Ce sont apparemment de simples nageurs, mais leur comportement est étrange. Ils ont vraiment surgi du fond de la mer. C'est l'enfant qui le repère en premier, la femme un peu après. Il va à leur rencontre. Il y a eu, vous allez le voir dans un instant, un contact entre le soldat et ces 2 êtres, car maintenant il filme depuis la grève. Regardez. La preuve qu'il ne s'agit pas de simples baigneurs, c'est qu'ils marchent au fond de l'eau et ne réapparaissent pas. Maintenant, ils filment leurs traces de pieds avant qu'elles ne disparaissent à jamais. Nous pensons que s'il éprouve le besoin d'accumuler les preuves, c'est que lui-même n'est pas sûr de ce qu'il vient de voir ou d'entendre. Il rentre dans l'eau avec sa caméra. Regardez bien ces images, car notre homme est en train de prendre une décision terrible. Il essaie de nous montrer le chemin qu'ils ont suivi. Ces images parlent d'elles-mêmes. Cet homme a envie de les rejoindre. De là où il est, il ne verra plus rien. Il ne saura plus rien. Il le sait. Que se sont-ils dit? Qui sont-ils? À ces questions, nous n'aurons hélas jamais de réponse, car le carnet ne contient aucune information sur ces 2 personnes. Pensait-il revenir quand il a laissé sa caméra sur la plage? Regardez. Ce que vous allez voir est vraiment une énigme. Le soldat entre dans l'eau. Il marche sur le fond de la mer. Il a trouvé le chemin de ceux qu'il suit. Un monde inconnu vient de se manifester. Cet homme passe la frontière. Il ne réapparaîtra pas. J'avais 17 ans. Ma tante venait de m'offrir ma première caméra. J'ai aussitôt posé mon appareil photo et j'ai couru filmer notre église pour remercier Dieu. Ensuite, je demandais aux gens de sortir de leur maison. C'était encore un peu comme de la photo. Cette habitude ne m'a jamais vraiment quitté. J'ai filmé Miss Fairworth qui avait enterré tous ses maris sous son toit. Elle n'a jamais voulu me dire si c'était vrai. Même morte, elle me faisait toujours un peu peur. J'ai filmé le marchand de jouets qui exposait sa famille devant sa boutique pour montrer que sa prospérité ne le faisait pas vivre dans le péché.
J'ai filmé Timothy Skirrow quand il était honnête. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment il est devenu le bandit que l'on connaît. Timothy m'intimidait un peu, mais c'était un brave garçon. Le jour de son premier procès, j'étais seul à l'attendre. Et quand enfin ils l'ont emmené, je n'avais plus de pellicule. Je suis le seul à pouvoir me rappeler de son visage à ce moment-là. Le livreur de journaux était un petit oiseau. Il racontait qu'il s'était arraché une dent pour siffler plus fort. Chaque année passaient des gens que l'on était sûr de ne pas revoir. Moi, je ne voulais pas les oublier. Un jour, j'ai filmé ceux que l'on appelait les deux innocents de la gare. Comme ils étaient bien connus dans le comté, souvent le train s'arrêtait pour leur faire plaisir. Ils ne montaient jamais. Ils n'ont jamais quitté Church Road. Ils avaient toujours leurs valises à la main, mais on savait bien qu'elles étaient vides. En fait, peu de gens prenaient le train à Church Road. L'employé de la gare avait toujours peur qu'on ferme la station. Il la considérait un peu comme sa maison. Son fils voulait conduire des trains. Je sais qu'il a réussi. Je suis content. Tous les jours, je filmais Margaret. Je l'aimais. Je la filmais. Nous nous sommes mariés. Nous avons vécu dans cette maison pendant 35 ans au numéro 66, et nous nous sommes très liés avec nos voisins, Madame et Monsieur Young. Nous passions presque tous nos dimanches en leur compagnie. Monsieur Young était un peu secret. Il était très fier de sa situation. Madame Young était une femme très douce. Robert Young est né un mois avant Gloria. Nous avons attendu afin de pouvoir les baptiser le même jour. Une belle fête. On peut dire que dès leurs premières heures, Gloria et Robert étaient toujours ensemble. Et tout le temps dont nous disposions, on le leur consacrait. On passait de longues journées dans le jardin. On parlait de l'avenir, d'agrandir les familles. Mais la vie en a décidé autrement et ni Young ni nous n'avons eu d'autres enfants. Gloria et Robert ont eu les mêmes jeux, les mêmes peurs, les mêmes joies. Ils ont peut-être les mêmes souvenirs. Le jour où ils entrèrent à l'école pour la première fois, on était aussi émus qu'eux, car on savait qu'une page venait de se tourner. Déjà, ils commençaient à partir. Quelque temps après, Young est devenu maussade et irritable. C'est vrai qu'en protégeant nos enfants de tout, on a tout fait pour qu'ils ne se quittent pas. Combien de secrets avaient-ils encore à partager quand ils se sont découverts? C'est à la même époque que Madame et Monsieur Young divorcèrent. Ce qui nous a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle il s'installa avec son ancienne secrétaire. Le jour où nos enfants sortirent ensemble pour la première fois, Young refusa de leur prêter sa voiture. J'ai compris qu'il vieillissait avec l'amertume d'un enfant gâté et qu'il ne supportait plus le spectacle de la jeunesse, ni la promesse qu'il contient. Le mariage annoncé depuis tant d'années eut lieu, mais il ne fut pas la fête que l'on attendait, et chacun fit discrètement des efforts pour que cela se termine au plus vite. 2 ans plus tard, l'affaire Mendoza bouleversa Church Road. Maria Mendoza avait 25 ans. Elle travaillait comme domestique chez des voisins très proches. Un jour, elle disparut sans rien emporter avec elle. La police ne fit qu'une rapide recherche puisque personne n'avait porté plainte. Comme je n'avais pas filmé Maria Mendoza devant sa maison, j'ai filmé sa chambre. Le 28 juin 1963, nous avons été réveillés par une forte odeur de fumée. Young brûlait des feuilles vertes. Voulait-il se cacher ou attirer notre attention? Il se faisait rare. Le jardinage ne l'avait jamais intéressé. Le dimanche suivant, j'ai suggéré à ma femme d'offrir un petit chien à la nouvelle Madame Young. Monsieur Young était resté à New York pour ses affaires. Devant sa joie, j'ai soudain eu honte de ce que j'étais en train de faire. De très bonne heure, le lendemain, je me mis à l'affût. J'avais décidé de filmer en cachette depuis tous les endroits possibles de ma maison. Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu une explication franche avec Young dès le début. Moi qui avais toujours filmé les gens de face, je me retrouvais sous des couvertures, derrière des rideaux, ou en équilibre sur ma baignoire. Je guettais ma voisine, heureuse de promener un petit chien qu'elle considérait comme un vrai gage d'amitié. Je n'aimais pas cela, et pourtant je le faisais.
Le troisième jour, à 11h13 du matin, le chien alla gratter du côté des buissons où j'avais vu M. Young. Mais notre voisine intervint trop rapidement et il ne se passa rien. Le quatrième jour, il y retourna à 17h24, mais sa maîtresse était toujours sur ses pas. Afin qu'elle laisse le chien dehors, je demandai à ma femme d'appeler la voisine au téléphone. Mais en dépit des sonneries insistantes, elle revint sur ses pas. J'ai su alors que je n'aurais plus longtemps à attendre. Le lendemain, il ne se passa rien. Le sixième jour, le chien se mit à l'arrêt, mais quelque chose dut le gêner car il ne fit rien. Il fallut attendre le 9e jour. C'est à 14h38 très exactement que le chien pénétra dans le buisson. La voisine ne l'appela qu'une fois. Puis elle aussi céda à la curiosité, car après s'être assurée de son entourage, elle se mit à gratter avec application, comme quelqu'un qui aurait absolument voulu trouver quelque chose. À 14h54, elle trouva, je ne le vis qu'après, un gant. Je crus que c'était son premier, mais en fait ce dernier complétait la paire. À ma grande surprise, elle est venue me chercher. J'ai demandé à ma femme, qui ne s'était pas montrée, de filmer tout ce que nous allions faire. Elle m'a montré sans discrétion les gants tachés et l'endroit où elle les avait trouvés grâce au chien. Moi, je faisais l'étonné qui découvre la situation. Il était environ 15h15 quand je me suis mis à creuser. Tout le monde pouvait nous voir, mais la curiosité rend imprudent. J'ai mis une bonne demi-heure pour dégager les buissons et la terre. J'ai découvert la tête en premier. Elle avait les cheveux courts comme les sœurs. C'était bien la pauvre Maria Mendoza. La voisine m'a demandé qui avait bien pu faire cela. Je lui ai répondu, je crains fort que ce ne soit M. Young. J'ai vu qu'elle avait beaucoup de peine. Elle m'a demandé depuis combien de temps je le savais. Depuis une quinzaine de jours, lui ai-je dit. À chaque fois qu'elle tournait les talons, je la plaignais et je me reprochais mon acte. Mais je ne pouvais pas oublier le corps qui était derrière nous. Enfin, elle est revenue pour me demander si c'était pour cela que je lui avais offert le petit chien. Mon silence fut un aveu pénible. Plus tard, elle m'a dit que M. Young était très content à l'idée d'être bientôt grand-père pour la 3e fois. Je pensais que les enfants devaient être tenus à l'écart de cette histoire. J'ai compris que cela lui semblait difficile, et même très difficile. Alors j'ai replanté les buissons. Les dimanches ont continué. Nous n'en avons plus jamais reparlé. Simplement, par un accord tacite, on évitait d'aller au fond du jardin. Moi, je n'ai plus filmé de gens assis devant leur maison parce que je n'arrivais plus à les regarder en face pour le leur demander. J'ai fait don de toutes mes archives à la bibliothèque de Church Road. J'ai réservé mes dernières prises de vue pour ma famille. Cela fait 10 ans que je n'ai plus touché ma caméra. Quand je revois ces images, je me sens grotesque. Je crois que nous l'avons tous été. Que s'est-il passé? Qu'ai-je donc oublié pour en arriver là? Young est mort l'année dernière. J'ai décidé de parler.
Nous sommes le 15 avril 1990. L'homme que vous voyez sur ces images s'appelle Tibor Naji. Aujourd'hui encore, il va accueillir ceux qu'il soutiennent depuis des années. Ce qui se prépare ici sur le carrefour de Grand Central est un anniversaire bien particulier. Et ce qui a amené Tibor Naji à le célébrer est l'histoire la plus invraisemblable qui ne soit jamais arrivée à un homme. La vraie histoire de Tibor Naji commence le 15 avril 1954, le jour de ses 40 ans. Tibor, sa femme Hélène et Esther, sa fille, alors âgée de 12 ans, prennent leur voiture pour se rendre à Woolworth, chez la sœur de sa femme. Entre Cape Town et Woolworth, 2 routes sont possibles. La route numéro 27, qui vient d'être ouverte à la circulation, et la route numéro 4, l'ancienne, que les poids lourds désertent. C'est ici, au kilomètre 17, que la vie des Naji va entièrement basculer. Il était environ 10h15, déclara Tibor, quand une ombre énorme s'est immobilisée au-dessus de nous et a stoppé la voiture. Plus rien ne fonctionnait. Ma femme a crié, Esther s'est mise à pleurer. Je leur ai dit de ne pas avoir peur. Et puis il m'a semblé que la nuit s'était faite autour de nous. Je ne sais combien de temps plus tard, quand j'ai ouvert les yeux, nous étions tous dans la voiture, et la voiture était dans une pièce ronde et blanche, qui vibrait doucement. Je suis sorti de la voiture et soudain, devant moi, j'ai vu la lune qui se rapprochait. Alors j'ai pris ma caméra que je prends toujours avec moi, lorsqu'il y a des petites fêtes, et j'ai filmé. Je tremblais de peur. Bon Dieu, est-ce que je pouvais avoir peur? Abban a pillanatban a lányom fölébredt. Megpróbáltam megmagyarázni neki, hogy repülő csészalüveg szól minket. Ugyanekkor egy férfi lépett be a szobába. À ce moment-là, ma fille s'est réveillée et je lui ai dit « Je crois que nous avons été enlevés par une soucoupe volante. » Et au même instant, un homme est entré dans la pièce. Et cet homme, comment était-il? Il semblait comme nous, mais il portait un casque sur la tête. Et je n'ai pas pu voir son visage. Il n'a rien dit, mais nous avons compris qu'il ne fallait pas avoir peur et que je pouvais filmer tout ce que je voyais, mais pas l'intérieur du vaisseau. Je me souviens parfaitement avoir répondu « Oui, monsieur ». Et Esther a crié « On est au-dessus de la lune ». J'ai regardé, puis j'ai filmé. J'ai filmé jusqu'à ce que je n'ai plus de pellicule. Et puis j'ai cru que tout tombait. Et quand j'ai ouvert les yeux, ma femme et ma fille étaient à l'arrière de la voiture. Et nous étions à quelques mètres de cette route que nous ne connaissions pas. Et j'ai dit à ma femme et à ma fille, Dieu nous envoie une épreuve et il nous faudra être forts. 36 ans plus tard, Tibor Naji a remis sa voiture au même endroit. Autour de lui, tout a été reconstitué dans les moindres détails, jusqu'aux champs que l'on a coupés de la même façon. Et ses mots restent les mêmes. Et quand j'ai ouvert les yeux, ma femme et ma fille étaient à l'arrière de la voiture. Et nous étions à quelques mètres de cette route que nous ne connaissions pas. Et j'ai dit à ma femme et à ma fille, Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faudra être courageux. Personne n'a cru à l'histoire de Tibor Naji. Pour ceux d'entre nous qui ont connu cette époque, rappelez-vous, il ne se passait pas un jour sans qu'un fermier de Loyo ou un pêcheur de San Francisco ne voie une soucoupe volante. Pourtant, ce qui rend l'affaire Naji différente, c'est qu'il est le premier à pouvoir apporter une preuve. Et cette preuve, c'est son film, que vous allez voir dans quelques instants. S'il nous a convaincus, ce ne fut pas le cas des enquêteurs, et leur surprise laissa vite place à la méfiance. Tibor est pris pour un mystificateur qui voulait faire parler de lui. On apprend qu'il est propriétaire de son garage par un mariage bien opportun.
En quelques semaines, la famille Nadji voit ses affaires péricliter. On attend de Tibor qu'il se rétracte et qu'il avoue que tout cela n'était que de la mise en scène. Tibor refuse et dit qu'il apportera des preuves supplémentaires. Si ceux qui l'ont enlevé veulent bien revenir, ils le reconnaîtront sûrement. Et alors il pourra prouver que lui, Tibor Nadji, n'est pas un menteur. En février 1955, toute la famille Nadji s'installe dans ce petit garage qui fait face au carrefour de Grand Central. 4 ans plus tard, sa femme contracte une pleurésie qui aura raison d'elle. Esther retourne vivre à Woolworth, où elle se mariera avant d'aller vivre au Canada pour ne plus jamais revoir son père adoptif. Depuis ce jour de 1954, Tibor attend à l'endroit où ils l'ont déposé. Au fil des années, le hameau s'est peuplé, mais il subsiste toujours une zone de méfiance autour de son garage. Les gens qui le soutiennent l'ont surnommé le fou du carrefour, mais ce terme n'a rien de dépréciateur, au contraire. Tibor est respecté comme quelqu'un qui aurait vu Dieu en personne. Et l'on pénètre chez lui comme dans un sanctuaire le jour où, en souvenir de toutes ses épreuves, il projette son film. It was April 15. That day, Helen, my C'était le wife, 15 avril 1954. and Esther, our Ce jour-là, daughter, Hélène, ma femme, and myself, Esther, notre we should fille, have gone to et visit moi-même, Aunt Martha in Woolworth. nous devions aller chez tante Martha That was à Woolworth. my 40th birthday, C'était le jour de mes 40 ans. and it became dark. Et puis il y eut le When I noir. opened my eyes, I saw the moon, Et quand j'ai ouvert les like yeux, you are seeing it there. j'ai vu la lune comme vous la voyez là. And then we have flown over it. Et ensuite, nous l'avons survolée. And I woke up. Et je me suis réveillé. I thought being on earth, but I was in hell. Je croyais être sur la terre, mais j'étais en enfer. La publicité faite par la presse à cette affaire fut une sorte de protection pour Tibor Nadji. D'autres furent moins chanceux. 2 ans plus tard, les habitants de ce hameau, situé à 1,5 kilomètre de l'endroit où Tibor avait été enlevé, et dont il n'avait jamais été question pendant l'enquête, furent évacués. Les maisons rasées quelque temps plus tard, et la route qui y menait complètement défoncée. Pourquoi voulait-on si obstinément effacer les traces de l'affaire Nadji? C'est le shérif qui m'avait prévenu. À Marella, une maison entière avait disparu pendant la nuit. En 1934, Marella était une des plus grosses haciendas de la région. Le shérif disait que c'était une exploitation sans histoire et que les péons s'y tenaient tranquilles. Ce jour-là, le propriétaire n'a pas voulu nous recevoir. Ce n'est pas normal, me disait le shérif, qui ne voulait pas d'ennui avec lui. Nous avons devancé les péons qui se rendaient en procession sur les lieux. Aucun prêtre n'a voulu venir. La maison n'était plus là, mais sa propriétaire, la Bruja, la sorcière, était assise sur sa chaise. L'arbre, à côté de sa maison. Elle peut en modifier les formes, disaient les péons. Le shérif n'avait que 2 adjoints. Quand les péons sont arrivés, il a voulu parlementer en attendant les renforts. La foule était très nerveuse. Les chiens ont hurlé toute la nuit, disaient les péons. Et demain, c'est nous qui hurlerons. Nous allons en parler au gouvernement, a dit le shérif. Et la foule s'est calmée pour qu'il puisse me montrer cet enfant. Il y a 4 jours, me dit-il, cet enfant a été mordu par la sorcière qui s'était transformée en coyote. Les gens sont très inquiets.
Ils croient tout ce qu'on leur raconte. Et où est passée sa maison, ai-je demandé. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Un peu plus tard, la foule était contre les cordes et criait qu'il fallait mettre la sorcière à mort. Ils voulaient la lyncher. Une femme complètement hystérique disait qu'elle allait être possédée si on ne tuait pas immédiatement la sorcière. Et puis ils ont tiré en l'air. Et la foule n'a plus bougé. Ce qui s'est passé à ce moment-là était vraiment étrange. J'avais l'impression que la sorcière avait hypnotisé la foule. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Regardez la femme à genoux. Tout cela est vrai. Et m'étonne encore quand je le vois aujourd'hui. La sorcière avait bel et bien disparu. Elle était vraiment très forte. 6 mois plus tard, l'histoire a recommencé avec la mort du propriétaire. L'hacienda avait été aussitôt rachetée par une compagnie minière qui évacuait les péones. La milice que cette compagnie employait n'était qu'un ramassis de brutes. Pour pouvoir filmer, j'ai menti et je leur ai dit que j'avais été envoyé par la compagnie. Ils m'ont cru. Les péons étaient perdus. Les uns sauvaient ce qu'ils pouvaient de leur maison. Les autres essayaient de la rendre inutilisable. Mais toute résistance aurait été illégale et perdue d'avance. Ils le savaient. Ce vieil homme me disait, un péon doit se résigner toute sa vie. C'est ce qu'ils ont fait. Personne ne m'a reparlé de la sorcière, même si certains pensaient qu'elle était directement responsable de leur sort. Ces gens ne savaient pas où on les emmenait. Plus tard, j'ai appris que les miliciens les avaient laissés près d'une mine, abandonnée, et que quelques familles s'étaient installées dans les galeries, tandis que les autres étaient repartis à pied. Un exode ne se termine jamais. La caravane allait entrer dans la Pinède quand un chien a surgi sur la route. Je n'ai pas vu d'où il venait, mais j'essayais de le suivre, car je pressentais ce qui allait arriver. Il a pris la direction de la maison de la sorcière. Et quand à mon tour j'y suis arrivé, la forme noire était revenue et le chien avait disparu. J'ai eu très peur. Je n'ai pas osé m'approcher. Je ne voulais pas voir ce qu'il y avait sous le voile. J'ai su que l'on ne me croirait jamais. Nous sommes quelque part dans l'Est de l'Europe, dirait un commentateur de l'Ouest, heureux d'être tombé sur un scoop. Après plusieurs mois de longues tractations, cette barrière s'est enfin levée, politique oblige. Officiellement, nous n'avons pas besoin d'autorisation de tournage, puisque nous ne sommes pas dans un camp, mais dans une résidence protégée. Ceux qui vivent là le font de leur plein gré, car ils ne pourraient vivre ailleurs. Ces pensionnaires, ce sont les hommes du SCAR. SCAR est le nom de code d'un programme de biomécanique, cette science visant à améliorer les performances humaines, à transformer les hommes en semi-robots.
Ne riez pas. Cette idée tout droit sortie de la tête d'un professeur Nimbus a été appliquée. Né pendant la guerre froide, ce programme a été poursuivi jusque dans les années 70. Et puis, entre une guerre avec l'Ouest qui n'avait pas l'air de vouloir venir et les résultats obtenus, on a abandonné les recherches. Aujourd'hui, les hommes qui ont fait les frais de ces expériences ont été rassemblés dans ce pavillon, coincé entre un lac et une épaisse forêt, à l'abri des regards indiscrets. On ne verra que ce petit groupe, les autres n'ont pas voulu venir, paraît-il. Mais à travers le témoignage qui va suivre, il ne sera pas difficile de les entendre. Va parler en notre nom. Oui, Pierre, va lui parler pour nous. Bonjour, Piotr. Merci de témoigner. Nous, on se méfie de vos caméras, là. Elles nous prennent pour des animaux de cirque. On va vous montrer tout ce qu'on va tourner. Et vous nous direz si ça va ou pas. Bien, comme ça marche. Piotr, racontez-nous ce qui vous est arrivé et comment vous vous êtes retrouvé ici. Il y a environ 30 ans, je travaillais dans une scierie. Un jour, je me suis arraché la main et le bras droit. J'étais encore à l'hôpital quand ils sont venus me voir. En me voyant, ils m'ont dit « Dis donc, elle est fichue ta main. Aucun médecin ordinaire n'y pourra rien. Mais nous pourrions t'aider. » Ils pouvaient me proposer une expérience pour que mon bras soit meilleur. Mais pour cela, il fallait m'envoyer au centre. C'est là qu'ils ont toutes leurs installations. Comme je n'avais ni femme ni enfant, j'ai réfléchi et finalement j'ai dit oui. Voilà, regardez ce qu'ils m'ont fait. Ça pour eux, c'est un bras. Il est vrai que je peux porter 950 kilos et presser jusqu'à 1,5 tonnes au centimètre carré. Mais c'est que toute cette technique-là, elle vient de chez nous. Et elle fonctionne comme tout chez nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà où je vis. Toutes ces bosses, je les ai faites avec mon coude. Mon bras part tout seul d'un seul coup dans tous les sens et je casse tout. Ces bosses aussi, c'est moi qui les ai faites. C'est moi qui les cabossé. Mon bras est parti comme un ressort et ça fait un bruit à faire rire tout le monde. Et voilà mon lit renforcé. Et les murs sont blindés. Comme la porte. Bonjour, Piotr. Souris à la télé. Et voilà à quoi j'en suis réduit. Je voulais ouvrir la fenêtre et ma main s'y est coincée. Voilà toute ma vie. Un simple geste, un petit geste et c'est la catastrophe. Essayons comme ça. Non, ça n'ira pas, c'est trop petit. Non, ça ne sert à rien. Autre chose peut-être. Vas-y, tente le coup. Ça, c'est plus résistant. Non, ça ne marchera pas. Encore une petite fois. J'arrive dans une petite minute. D'accord. Chienne de vie. Chienne de vie. La grand-mère avait bien raison. C'est une chienne de vie que la nôtre. Iliosh! Iliosh! Où est-il passé? Heureux de vous voir, les gars. Il y a une tournée à gagner. Alors, vieux, on se la coince? Ouais, elle est coincée, cette salope. Allez, on essaie. Maintenant, sans l'attention. C'est une main. Encore une fois. Le chalumeau. Tentez le chalumeau. Bon, c'est rien. Attention, c'est une main quand même. Encore une fois, nous essayons comme cela. Voilà. Poussez. Toi alors, tu n'arrivais pas à casser la vitre tout seul. Il a fallu que tu en appelles 2 autres à la rescousse. Arrête, tu vas te casser les dents et fausser la lame. Prends le chalumeau.
Tiens-toi prêt, on y va. Давай, 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 еще давай. Vas-y, vas-y. Encore un petit effort. Et voilà, ça c'est du travail. Cet homme est un horloger. La prochaine fois que tu voudras ouvrir une porte, prends tes pieds. Je ferai de mon mieux. Allons à l'hôpital. Tu me dis si cela fait mal. T'inquiète pas, je sais que tu as des mains en or. Vas-y carrément. Le gros plan n'est pas autorisé. Matériel stratégique top secret. Elle est rouillée ici. Ici. Et là. Il faut la tremper dans de l'huile. Et t'en as toi de l'huile? Comment faire? On va se débrouiller. Nous les Russes, nous sommes formidables. On se tire de toutes les situations. Du Sindou. À feu doux. À feu doux. Шумелка, мы ж деревья гнулись, а ночка темная была. Одна возлюбленная пора всю ночь гуляла до утра. Comme ça, garde-la tout au fond. Tu devrais mettre un peu de sel. Oui. Pourquoi pas? Comment va notre malade? Ça va. Voyons. Regardons si ça va. Bon. On va pouvoir opérer. La fumée gêne, mais je ne me risquerai pas à la refroidir. Parce que la dernière fois, il a fallu tout recommencer. Tu devrais leur demander un ventilateur. Garde ces chiffons sur tes joints pendant 2 jours. Faudra qu'on se revoie. Dans ce camp, ils sont 823 comme lui. Officieusement, on dénombre 15 camps du SCAR sur l'ensemble du territoire. Il serait presque 12 500 à être des oubliés de la guerre froide.